Amis sportifs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de troisième mi-temps. Désormais, la Fédération ivoirienne de football a un nouveau président à la personne de M. Idriss Diallo. Que de problèmes depuis 2020. Le football ivoirien répare donc sur de nouvelles bases. Élection à la FIF, à la Fédération ivoirienne de football, élection au comité national olympique, Idriss Diallo élu, quand le comité national olympique installe sa commission électorale. C'est le thème de ce numéro 9 de troisième mi-temps. Un numéro d'ailleurs que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Tchétchémé, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir Sébastien. Seyd Akouri, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci également d'être avec nous. Et puis, parmi vous. Magoula Diop, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Magoula Diop, 3 candidats. Idriss Diallo est élu finalement. Il est clair, messieurs, c'est lui l'homme de la situation pour relancer le football ivoirien, Serge Dakouri. Il a fallu attendre beaucoup de temps pour qu'on puisse être situé sur le 13e président de la Fédération ivoirienne de football. La fondation Félix Houphouët-Boigny Sokro a été le théâtre des opérations de cette élection. Eh bien, à l'issue d'un gros suspense, un deuxième tour entre un candidat, eh bien, c'est Idriss Yacine Diallo qui a eu la majorité relative des suffrages pour pouvoir être ce 13e président succédant à Sidi Diallo. 13e président d'une institution, la Fédération ivoirienne de football, créée le 7 avril 1960. Vous avez dit 2 ans, oui, on a mis beaucoup de temps pour que cette élection définitivement ait lieu. Et je pense que nous sommes arrivés au bout du rouleau. Un président est élu, il y a de nouveaux défis, il y a de nouveaux chantiers pour le football ivoirien. Et donc, il faut très vite s'attaquer à cela. Au-delà des divergences, il y a eu 3 candidats. Souri Diabaté, qui n'a pas démérité, qui était là avec son programme pour la grandeur du football ivoirien. Didier Drogba pour la renaissance du football ivoirien. Eh bien, Idriss a eu la majorité relative des suffrages. Mais il faut, comme il le dit, rassembler pour développer. Tel est le slogan de son programme. Alors, il faut rassembler. Parce qu'aujourd'hui, le football ivoirien est divisé. Depuis 3 ans, il y a un groupe de présidents qui avait engagé un bras de fer avec une ancienne institution. Et il semble-t-il que c'est ce groupe-là qui a aujourd'hui eu le suffrage. Maintenant, il ne faut pas travailler en laissant les autres de côté, parce qu'aujourd'hui, quel est l'état des lieux? L'état des lieux montre qu'au-delà de l'équipe nationale, qui est l'arbre qui cache la forêt, le football et le championnat de Côte d'Ivoire a complètement régressé. Dans le ranking africain, la Côte d'Ivoire est 14e, derrière des pays comme la Tanzanie qui nous ont supplantés, avec Simba FC et Young African qui sont régulièrement mieux placés que nous dans les compétitions interclubs. Ça fait longtemps qu'un club ivoirien n'est pas arrivé très loin dans les compétitions. Le COE Sport est le dernier en date, 2014, face à l'équipe de Al Ahly d'Égypte. Depuis, aucun club ivoirien n'arrive à passer le cap des 2 premiers tours. Cela est dû au fait que, localement, on a régressé. Ce n'est pas un problème de personne, de ne pas aimer qui ou quoi. Le vrai problème, il y a 30 ans, Al Ahly pouvait défier l'ASEC et l'ASEC pouvait le faire, l'Africa aussi. Aujourd'hui, le fossé s'est creusé. Il y a le Maghreb et les autres. Regardez les affiches aujourd'hui des interclubs en Ligue des champions africaine. C'est encore le Al Ahly, double tenant du titre, 10 fois vainqueur de la Ligue des champions, qui va jouer encore une demi-finale face à l'équipe du Sétif d'Algérie. L'autre affiche de demi-finale mettra aux prises le WAC de Casablanca face à Al-Ittihad de Tripoli. Alors, un pays comme la Libye, qui a une instabilité politique, mais avec des équipes qui donnent. En Coupe de la Confédération, c'est TP Mazembe contre Berkane, avec aussi Orlando Pirates contre l'équipe Donc, c'est dire que la Côte d'Ivoire est complètement très loin dans le ranking des championnats. Pourquoi nous avons régressé? Est-ce une guéguerre de personnes? C'est là le problème. Il faut donc revoir et parler ensemble, globalement. Il ne faut pas que des soi-disant grands écrasent les petits, car au pays des aveugles, le borgne est roi, mais le borgne ivoirien ne vaut rien sur le continent africain. Donc je pense qu'Idriss Diallo, qui vient pour rassembler, doit comprendre que sa majorité étant relative, il doit faire appel aux autres, ceux de Souri Diabaté, ceux de Didier Drogba, pour ensemble
remettre le football ivoirien sur des rails, car n'oublions pas aussi que l'ancien bureau sortant a quand même réalisé des résultats. On a eu 2 ligues, 2 coupes africaines sous Sidi Diallo, une 2013 avec les juniors qui ont remporté brillamment à Marrakech, et aussi 2015 de Malabo, la 2e étoile de la Côte d'Ivoire. C'est dans le championnat local que nous avons régressé parce que nous avons mis tout sur l'équipe nationale de football senior. Mais aujourd'hui, il faut s'attaquer au vrai débat, sans faux fuyant, voir ce qui n'a marché, ce qui n'a pas marché, et développer ensemble le football ivoirien, sans parler de clan, car il y a 14 clubs de première division, autant de clubs en deuxième et autant de clubs en troisième. C'est tout le football ivoirien qui doit aller dans la même direction. D'accord. Magoula Diop, quelle est votre réaction? Ben, écoutez, Sébastien, je pense que M. Idriss Diallo a été élu dans les règles de l'art. Il a été élu conformément au texte de la Fédération ivoirienne de football. Et la passation des charges aura lieu le 4 mai. Et donc, il prendra la direction de la Fédération ivoirienne de football. Ça sera un président élu et un comité exécutif élu. Et nous sommes vraiment heureux qu'on arrive enfin à avoir des personnes élues au sein de l'exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Ceci dit, M. Idriss Diallo a été élu quand même dans des conditions dantesques parce qu'il a remporté cette élection au 2e tour avec 2 voix d'écart sur son adversaire Sori Diabaté. Et ce qu'il faut dire, c'est que M. Idriss Diallo a eu la majorité relative. Au 1er tour, il n'a pas eu la majorité absolue. Au 2e tour, il n'a pas eu la majorité absolue, il a eu la majorité relative. La majorité absolue, c'est 67 voix. Il a eu 63 voix, donc ce qui signifie qu'il a eu le plus de voix, mais il n'a pas eu la majorité absolue. En plus de cela, quand on prend le nombre de membres actifs en sa faveur, il y a 36 membres actifs sur 81 qui se sont prononcés pour lui, donc 45 qui ne se sont pas prononcés pour lui. Donc quand on prend tous ces paramètres, on se rend compte que le défi du rassemblement est grand pour le nouveau président de la FIF. Il va falloir qu'il prenne son bâton de pèlerin, qu'il joigne l'acte à la parole, parce que c'était des bonnes intentions, c'était des bonnes paroles de campagne, mais maintenant, il va falloir qu'il passe à l'acte de pouvoir rassembler la famille du football ivoirien. Et puis, il y a des grands chantiers qui l'attendent. Le chantier de la refonte des textes de la Fédération ivoirienne de football, le chantier de l'organisation des compétitions nationales, et puis le chantier de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse obtenir des lauriers dans les compétitions internationales, aussi bien au niveau des clubs qu'au niveau de l'équipe nationale. Les échéances immédiates, ce sont la CAN 2023 qui pointe à l'horizon. Et puis, bien sûr, faire en sorte que la Côte d'Ivoire réintègre le top 12 du ranking mondial, ce dont a parlé tout à l'heure, le ranking CAF, ce dont a parlé tout à l'heure Seydou Dakouri. Donc, vraiment, la tâche est grande pour lui. On espère qu'il sera vraiment à la hauteur de toutes les attentes. Tchétchémé, quelle est votre réaction aujourd'hui? Ben, écoutez, félicitations au président Idriss Diallo et à son comité exécutif qui ont été élus. Je serais tenté de dire, ouf, après 2 ans, on connaît enfin le président de la Fédération ivoirienne de football. Jamais une élection n'aura tenu en haleine les Ivoiriens. Et c'est la preuve que le football déchaîne des passions. Et très souvent, derrière cette passion, il y a des gravités langagières. Nous en avons été victimes pendant 2 ans. Ceux qui pensaient connaître la vérité ont rué dans les brancards. Mais tout ça, c'est désormais derrière nous. Et là, c'est ça ma grande satisfaction. On va désormais parler d'autre chose. Il faudra d'abord revoir le nombre d'équipes en Première Ligue, parce que c'est un championnat catastrophique, c'est un championnat catastrophique auquel nous assistons.
nos équipes qui nous représentent sont très régulièrement éliminées au premier tour, c'est Dakou l'a rappelé. Et donc, il faudra que tout ça change. Le président Idriss, qui a été élu, doit donc mettre son programme en branle pour le bonheur du football ivoirien. Vivement, nous le souhaitons. Concernant le gouvernement, j'allais dire ce qu'on appelle le gouvernement d'union, où mes deux amis appellent le président Idriss à tendre la main aux autres, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, Sébastien Ounier. Sauf que moi, je suis pour, et ça n'engage que moi, je suis pour que celui qui est élu déroule son programme et le déroule comme il entend. Je ne voudrais pas qu'on lui trouve des raisons de dire que vous avez mis des gens qui n'ont pas effectué le programme avec nous, qui n'étaient pas avec nous au départ. Tout ça, ça crée des problèmes. Laissez Idriss Diallo conduire son programme avec ses hommes. Est-ce que vous pensez qu'il pourra travailler tranquillement? Écoutez, Idriss Diallo a quand même l'avantage d'avoir plus de 40 ans au service du football. Il a commencé à la SEC, ensuite avec Jacques Anoma au niveau de la fédération et aujourd'hui il est dirigeant de la FAD. En tout cas, il a de l'expérience autour de cette affaire. Maintenant, est-ce qu'il aura les mains libres? Parce que quand vous voyez un peu son staff, les clubs qui l'accompagnent, ce sont des clubs puissants. Alors, est-ce que ces clubs qui l'accompagnent ne vont pas imposer leur dictat dans sa gouvernance et dans sa manière de voir les choses? On veut qu'il ait les mains libres pour sauver le football ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui l'accompagnent savent qu'en représentation africaine, ils ne valent rien. Aujourd'hui, nos grands clubs ivoiriens ne représentent rien à l'échelon africain. Quand on voit les affiches de la Ligue des Champions, comme je l'ai dit, c'est toujours Al-Ahly encore qui se succède à lui-même, qui sera encore à sa demi-finale face à l'équipe de Sétif d'Algérie. L'autre demi-finale, ce sera bien entendu l'équipe de WAC de Casablanca, hein, qui sera opposée à Petro Atlético. Comment Petro Atlético de Luanda, un pays comme l'Angola qui était réputé pour un pays de handball, de basketball, aujourd'hui, supplante tout le monde. Ça veut dire que beaucoup ont progressé, nous on a régressé. Dans le ranking africain, nous sommes 14e. La Tanzanie nous a supplantés. Le Burkina nous a dépassés. Le Ghana, le Oroya. Eh bien, je veux dire qu'on n'a qu'à revenir aux fondamentaux. Le championnat ivoirien n'est pas plus coté que le championnat guinéen, plus coté que le championnat burkinabé et autres. Aujourd'hui, nous sommes 14e. Et il y a longtemps qu'on n'est pas allé dans les compétitions très loin. Seul le COE en 2014 est arrivé en finale. Ça veut dire que c'est l'équipe nationale qui est l'arbre qui cache la forêt. L'équipe nationale par ses performances, mais les clubs ont régressé. Il y a 30 ans, la SEC battait un jour ici, un mercredi, l'équipe d'Al-Ahly 5-1 à l'époque de Sékou Bamba. Mais aujourd'hui, ASEC, comme Africa, ne peut pas se mesurer à Al-Ahly. Non, je veux dire... Vous permettez, ça, non, je veux dire... C'est un autre débat. Non, je veux dire qu'aujourd'hui, on doit s'atteler à donner un championnat fort pour que le football ivoirien retrouve ses luttes d'antan. Car le football dans sa globalité, ce n'est pas seulement l'équipe nationale. Il faut des clubs forts. Justement, les Égyptiens jouent avec une ossature locale et vont loin. Justement, la question que je pose, est-ce qu'il aura la main libre pour asseoir sa politique? Ben oui, il doit avoir la main libre. Parce que c'est vrai que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, il a été soutenu par le club de première division de Ligue 1 en majorité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont lui imposer leur dictat. C'est quand même quelqu'un d'expérience. On a parlé de 40 ans de vie dans le milieu du sport. Ce n'est pas rien. Et je ne crois pas qu'il subisse le desiderata des présidents de club. Dans la mesure où il a fait son programme en accord et avec les présidents de club. Donc les gens et tous devraient regarder dans la même direction. Je n'ai pas peur qu'il fasse absolument ce que recommande son programme. Alors, la première chose, ça va être probablement le choix du nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Ben écoutez... Est-ce qu'il a déjà une petite idée, vous pensez? Oui, il a dit, pendant sa campagne, il a été clair. Hein, il a dit qu'il opterait pour un ticket. Le sélectionneur national doit être un Ivoirien et son adjoint devrait être un expatrié expérimenté. Voici ce qu'il a dit clairement pendant sa campagne. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il a dit beaucoup de choses pendant sa campagne. Maintenant, il est au pied du mur.
est-ce que d'abord, pour la question que vous posez, pour la succession, il a dit clairement qu'il ne reprendrait pas Baumel. Donc, ce n'est même pas la peine, pour ceux qui rêvent qu'il est possible de reprendre Patrice Baumel, il a dit qu'il ne le reprendrait pas parce qu'il n'a pas eu les résultats qu'il fallait. Ça, il a été clair. Donc, c'est ça. Il est maintenant au pied du mur, on l'observe. Pendant près de 10 ans, il s'est mis en retrait du football ivoirien. Là, il revient au devant de la scène. Le problème, c'est que sa candidature a été portée par un groupe qui a contesté de façon véhémente la gestion du comité exécutif sortant. C'est ça le problème. Il refuse qu'on dise que c'est le groupe du GIS qui a gagné. D'accord, mais quand vous êtes porté par un groupe et que 90% de ces personnes sont restées, même si 10% sont partis ailleurs, mais c'est le groupe qui vous a porté. Il refuse ça, mais nous, en tant qu'analystes, nous maintenons cela. Sa candidature était portée par le GIS, qui a reproché beaucoup de choses au comité exécutif sortant. Et donc, aujourd'hui, tout le monde le regarde. On l'attend au pied du mur. Tout ce que vous avez reproché à Feu Augustin Sidi Diallo, aujourd'hui, on vous regarde. Vous lui avez reproché son manque de transparence. Parce que quand on parle de rassembler, ça ne veut pas dire qu'il faut appeler quelqu'un pour être dans ton bureau, pour être vice-président. Ça, c'est même pas possible. Puisque, comment on appelle... C'est un scrutin de liste. C'est 20 personnes qui sont au comité exécutif. Et donc, c'est clair, c'est seulement à lui de nous donner l'ordre des vice-présidents et puis de nous donner ceux qui vont occuper la présidence des différentes commissions permanentes. C'est tout. C'est tout. Sinon, on peut rien changer. On peut rien changer. Tout est déjà canalisé. Mais ce qu'on recherche dans le mot rassembler, c'est faire preuve d'ouverture. Parce que c'est ce qu'il reprochait aussi au président Sidi Diallo. Il lui reprochait d'être fermé au dialogue. C'est ça. Il faut qu'il soit un président ouvert, un président qui ne décide pas. Ce qu'il reprochait au président Augustin Sidi Diallo aussi, je ne dis pas que tout ce qu'il reprochait, c'était la vérité absolue, mais ce qu'il reprochait, c'est que le président Sidi Diallo et son bureau décidaient souvent de façon unilatérale, sans consulter les clubs ou les membres de la Fédération ivoirienne de football. Donc, pour moi, rassembler, c'est faire le contraire de ce qu'il reprochait au président Sidi Diallo. Chaque fois qu'ils vont prendre une décision, qu'ils soient à même de pouvoir consulter les membres actifs, et cela se fait en assemblée générale, ou bien ils peuvent organiser des réunions pour informer ou bien pour consulter. Lui-même l'a dit pendant sa campagne que c'est ce qu'il ferait. Et donc, c'est ce qu'on attend de lui maintenant. Maintenant, la fédération, il y a des démembrements, il y a la ligue professionnelle, il y a la ligue amateur, il y a du travail à faire au niveau des dames, il y a la DTN, il y a, comme on appelle, pour tout ce qui est compétition de football féminin. Mais tout ça, ce sont des instances où, s'il n'ouvre pas ces instances-là aux autres camps, je pense que ça sera difficile pour lui. Je suis d'accord, on ne peut même pas l'empêcher de diriger comme il le veut. Mais il faut qu'il ouvre ces instances-là aux autres pour qu'il soit aussi dans ces instances. Sinon, ces 4 années-là seront très difficiles pour lui parce que si les autres lui reprochent d'être fermé et de n'être pas ouvert, de ne pas les associer, ils vont se braquer. Déjà même que sa majorité est très relative, elle est fragile. S'il n'ouvre pas, il aura de grandes difficultés pendant les assemblées générales parce qu'il aura des blocages pendant les assemblées générales. Et ça, je ne veux pas qu'on en arrive là par sa faute, par son mode de gouvernance. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, vous parliez du remplacement de Baumel. Oui. Juste un mot dessus avant de poursuivre. Sur Baumel, oui, Baumel a fait son temps, il est parti avec tout ce qu'on lui a reproché. Le nouveau président qui arrive veut choisir un Ivoirien. Si ma voix peut porter, je lui demanderais de choisir, parce qu'il y en a sur place. Ne donnez pas de nom. Hein. Je ne donnerai pas de nom, mais des entraîneurs qui ont fait leurs preuves, pas des débutants. On a beau être formé dans les grandes écoles en Europe, si on n'a jamais managé un club proprement, on ne peut pas venir s'amuser avec l'équipe nationale. Je vais finir rapidement. Ah, pardon. Okay. On ne peut pas venir s'amuser avec l'équipe nationale. Il faut des gens qui ont
déjà entraîné cette équipe nationale, qui ont commencé avec les classes inférieures pendant que les Européens ou les expatriés étaient à la tête de l'équipe A. Ceux qui ont travaillé dans l'ombre et ceux qui ont porté quelquefois l'équipe nationale, les petites catégories, les catégories inférieures au sommet de l'Afrique, ils sont là, ils ont de l'expérience. Ils connaissent même la plupart de ces joueurs, qu'ils soient ici ou à l'extérieur. Donc, il n'est pas question de chercher de midi à 14h pour se fatiguer. Réaction? Non, Baumel n'a pas rempli ses objectifs. Non seulement la Côte d'Ivoire ne s'est pas qualifiée, elle est sortie lamentablement au 8e de finale de la CAN, récemment. Nous n'avons pas été qualifiés pour la Coupe du Monde. Et donc, je pense que des objectifs ont été assignés à Baumel, il ne les a pas remplis. Donc, quand vous n'avez pas rempli des deux parties, eh bien, vous devez vous séparer. Maintenant, quant au choix du sélectionneur, il a porté son choix sur un Ivoirien et un expatrié de qualité. Comme Tchétché Aimé le disait, on peut être en Europe, avoir des diplômes, entraîner des clubs, mais la réalité africaine est tout autre. Ça n'a rien à voir. Et puis, il faut faire l'économie d'un apprentissage de quelqu'un qui n'a pas déjà bourlingué ici. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des sorciers blancs qui s'expatrient. Regardez aujourd'hui Al-Ali d'Égypte. Al-Ali est entraîné par un entraîneur sud-africain qui s'appelle Pitso Motsimane, qui a gagné la Ligue des Champions en 2016 avec Mamelodi Sundowns, qui est venu, qui a réalisé le doublé. Regardez Patrice Carteron. Il a pris TP Mazembe. Il a gagné la Ligue des Champions. Il est parti jouer, être entraîneur de Al-Ali. Il a connu de l'expérience, il a gagné la Ligue des Champions. Regardez Sébastien Desabre. Il est passé à l'Espérance de Tunis. Il faut prendre quelqu'un qui a déjà ses états de service sur les chaudrons africains. Ne prenez pas un entraîneur qui, parce qu'il est entraîneur adjoint en Europe, et donc il est dans un concon. Non, la réalité africaine n'a rien à voir. Comme il a dit, c'est un système aujourd'hui que tout le monde fait. Rigobert Song a été élu, mais il y a un entraîneur expatrié qui est à côté. Aliou Cissé qui a gagné la Ligue des Champions, il y a toujours un blanc à côté. Mais Aliou Cissé a fait ses états de service avec la sélection olympique du Sénégal en 2012. D'accord. Il est passé, donc il a gravi des échelons. Ne prenez pas quelqu'un et vous le ramenez là, vous allez le brûler. La compétition africaine n'a rien à voir avec l'Europe. Alors, messieurs, comme il le dit, il faut avoir une expérience de coach, d'entraîneur en local. Si vous voulez un local, mais un local blindement expérimenté qui a la personnalité. D'accord. Qui a de la personnalité. Sinon, quel est l'avis de Sori et puis de Drogba, vous pensez que ils vont laisser tomber le milieu de... Dans ces deux cas, ils ont été déjà clairs. Hein, ils continuent, ils ne lâcheront pas. M. Sori Diabaté a clairement indiqué qu'il demeurerait dans le milieu du football. Il en est de même de Didier Drogba, de son côté, qui est vraiment en train de réfléchir actuellement à comment être un acteur de poids. Bien sûr, sa carrière de footballeur est derrière lui. Maintenant, il entame une carrière de dirigeant. Il faut qu'il soit un acteur de poids dans ce football ivoirien-là. Donc, je pense que de son côté, ils sont en train de réfléchir pour voir comment mener cela. Mais ces deux personnalités-là seront toujours dans le milieu du football ivoirien. Maintenant, il appartiendra au nouveau président Idriss Diallo, de par sa gouvernance, de par ses méthodes, de par ses démarches. On verra si ces personnes-là seront encore partantes en 2026, ou bien si il aura tellement bien géré, il aura tellement bien rassemblé, il aura tellement associé tout le monde à la gestion, et que les lauriers qui seront récoltés seront les lauriers de tout le monde, et que tout le monde se sentira impliqué. Je pense que peut-être qu'ils n'auront même pas de raison de chercher à vouloir revenir déposer leur candidature. Mais c'est clair, ces deux personnalités-là, on dit qu'elles ne quitteront pas le milieu du football. Sori Diabaté est président d'honneur de l'entente sportive de Benjerville, club qu'il a fondé, et il a une grosse échéance devant lui parce qu'il est le délégué pour le tournoi football des prochains Jeux de la francophonie. Il a été désigné par la FIFA. Et donc, il n'est pas du tout sorti du monde du football. Didier Drogba, il est toujours dans ces canaux du football. Donc, leur avenir est là. Mais est-ce que ça sera la FIFA? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'eux-mêmes viendront dans les instances de la FIFA, mais qu'ils pourront peut-être désigner des personnes de leur camp
pour pouvoir faire partie des instances de la FIFA, si jamais on les sollicitait. D'accord. Allez-y, votre réaction. Alors, sur ça, je dirais que moi, j'ai très mal pour Didier Drogba. C'est vrai qu'il s'est présenté comme véritable arbitre dans cette élection. Au deuxième tour, ses voix étaient très importantes. Les gens qui l'ont suivi, ses voix étaient très importantes. Mais ce n'est pas le rôle de Didier Drogba d'être arbitre d'une élection. Le rôle de Didier Drogba, quand il se présente à une élection, c'est de la gagner. Il a les moyens. Personne ne met en doute ses capacités à gérer la fédération. Personne. Il y a 2 ans, on lui demandait, on lui proposait, on lui suivirait, on le conseillait de reculer pour mieux sauter. Il a dit dans ses différents entretiens, j'ai commis des erreurs. De quelle erreur parle-t-il? Mais c'est les erreurs que nous dénoncions il y a 2 ans. Les 2 ans n'ont pas suffi pour corriger ces erreurs-là. Et que Didier soit battu au premier tour d'une élection. Il passe sur les radios étrangères, il passe sur les télévisions du monde entier. Mais quand les résultats sont tombés, que croyez-vous que les gens ont dit là-bas à l'extérieur? Didier Drogba ne pèse rien dans son pays. Ça, c'est ce que nous voulions éviter. On nous a taxés de tout. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'il fallait commencer par le début. On a dit qu'il n'est pas né ici. Donc il ne connaît pas vos habitudes que vous lui conseillez. Oui, il n'est pas né ici. Mais il a une équipe de campagne. Il a une équipe qui, dont les membres sont ici en Côte d'Ivoire, qui connaissent les us et coutumes des Ivoiriens. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Moi, j'ai très mal. D'accord. J'ai très mal. Parce que les gens qui l'ont mis sur un piédestal, quand vous entendez leur réaction aujourd'hui, mais c'est incroyable. Alors que, oui, je sais, Sébastien, juste une minute. Didier pouvait se servir, pendant 2 ans, il pouvait se servir du liste de Sandra qu'ils prennent aujourd'hui. Mais le président de liste de Sandra, il s'est mis tout de suite à la disposition de Didier Drogba. Tout de suite. Mais pourquoi ne pas se servir de liste pour faire les promesses de son programme? Parce que chez nous, il y a un problème qui dit, quelqu'un qui veut t'habiller, là, il faut d'abord regarder comment lui-même il est habillé. C'est ça. Ce que je veux dire, une élection, elle est faite pour gagner ou pour la perdre. Dans l'histoire des grands hommes, il y a des gens qui ont perdu et qui ont rebondi par la suite. Jacques Anoma, que vous voyez, avait perdu son élection face à Dieng Ousseynou. Après, il a gagné. Donc je veux dire, quand on est en une élection, on a 2 scénarios. Soit vous le gagnez, soit vous le perdez. Mais vous tirez les leçons. Donc moi, je ne suis pas... je n'ai pas de doute quant à l'avenir de Drogba. Il a d'autres créneaux où il intervient. Il est une personnalité mondiale. On peut l'utiliser pour la CAN, car à un moment donné, il était une 12e personnalité mondiale, Didier Drogba. C'était un grand ambassadeur pour l'image de la Côte d'Ivoire. Et donc, je pense qu'il a peut-être perdu la présidence de la FIFA, mais il peut servir à d'autres effets. Donc, je ne me fais pas de soucis quant à lui. Quant à Souri Diabaté, pendant 20 ans, il a contribué au rayonnement du football en Côte d'Ivoire. Il a une expertise, il a été instructeur FIFA, il a été instructeur CAF, il a présenté le dossier de candidature de la Côte d'Ivoire à Addis Abeba pour qu'on ait cette Coupe d'Afrique qu'on organise en 2023. C'est Souri Diabaté qui était là pour présenter ce dossier. Donc, il a une certaine expertise. Comme l'a dit Magloire, il a été choisi pour les Jeux de la francophonie comme délégué. Ça veut dire, par la FIFA, ça veut dire qu'on reconnaît son expertise. Il va la mettre au service de son club, qui est l'entente de Benjerville. Il peut servir à d'autres. Mais je veux dire, on ne se fait pas de soucis pour cela. Mais je veux dire, perdre une élection, ce n'est pas un drame. Il faut qu'on s'en sorte. Il y a des gens qui ont perdu des élections et qui ont rebondi. Ils ont une expertise, ils peuvent utiliser cela pour le bonheur du football ivoirien. Je pense que ceux qui sont élus aujourd'hui doivent comprendre qu'ils étaient dans l'opposition et que, eh bien, ils doivent faire attention, car la critique est bonne quand on n'est pas au pouvoir. Mais quand on vient au pouvoir, il faut faire très attention, parce que c'est facile de critiquer. Maintenant, vous êtes là, votre programme, il faut que les engagements que vous avez pris, vous les tenez, et en plus, que vous fassiez mieux que ceux qui vous ont précédés. Parce que le comité exécutif sortant a remporté 2 coupes. D'accord. Ce que je voulais ajouter, c'est que si M. Souri Diabaté et M. Didier Drogba sont encore candidats en juin 2026 face à Idriss Diallo, c'est que le président Idriss Diallo aura échoué. Parce que pour moi, il a 4 ans pour faire en sorte que ces 2 personnalités-là ne trouvent pas nécessaire
devenir, attendons de voir, être candidate. Mais si, après 4 ans, elle revienne en tant que candidate, c'est que le président Idriss Diallo n'aura pas réussi vraiment le pari de rassembler et le pari de gérer le football ivoirien comme il le voudrait. C'est pourquoi j'ai dit, vraiment, le défi est très grand pour lui. D'accord, monsieur. Alors, on quitte une élection pour attaquer une autre élection. On a vu tout ce qui s'est passé au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Et puis aujourd'hui, c'est le comité national olympique qu'on va retrouver samedi, probablement pour les élections. Mais là encore, il semble, ou il semblerait, qu'une crise s'annonce un tout petit peu. La crise, elle est là, Sébastien. C'est dommage. Nous avons dénoncé sur ce plateau le fait que le comité national olympique ait fonctionné depuis les années 60 comme une secte, comme un groupe, une secte ouverte à un groupe d'initiés. Aujourd'hui, le comité national olympique est rattrapé par cela, parce qu'il n'a pas suffisamment appliqué la démocratie en son sein. La démocratie au sein d'une association, c'est l'application des textes, c'est la primauté aux textes. Et le fait de n'avoir pas donné la primauté aux textes, de ne les avoir pas appliqués comme il le faut pendant toutes ces années, rattrape aujourd'hui le comité national olympique. Aujourd'hui, les textes sont foulés aux pieds et on se retrouve dans une situation où le président actuel sortant, le général Lassana Palinfo, a mis en place une commission électorale qui n'est même pas prévue dans les textes et il a fait de façon unilatérale. Et cette commission électorale-là, c'est lui qui désigne les personnes membres de cette commission-là. Alors que, normalement, cela devrait se faire en assemblée générale. Et ces personnes-là même devraient être élues pour plus de transparence. Là, c'est lui qui désigne. Et cette commission électorale fonctionne, mais de façon vraiment sans tenir compte des textes. Soit elle ne connaît pas ces textes, ou bien elle décide de les fouler aux pieds de façon délibérée. Parce qu'il y a une cacophonie entre le secrétariat général du CNO et la commission électorale. Le secrétariat général donne une liste électorale et après, la commission électorale vient et donne une autre liste électorale qui est différente de celle donnée par le secrétariat général. Et cette même commission électorale, quelque temps après, revient encore et tripatouille cette liste électorale-là en faisant des ajouts, en faisant des retraits. Mais pourquoi tout cela? C'est aujourd'hui le problème qui se pose au niveau de cette élection du CNO. Et jusqu'à présent, on ne connaît même pas les candidats. On sait ceux qui ont déposé leurs candidatures. Je pense que vous avez cité leur nom tout à l'heure. Il s'agit de Bamba Cheikh Daniel, il s'agit de Kwaku Lucien et puis de Georges Ongouan. On sait qu'ils ont déposé leurs candidatures, mais jusqu'à présent, on ne nous dit pas s'ils sont retenus ou pas. Que ces personnes-là sont candidates. On n'en sait rien. Au contraire, il y a des choses sont mises en œuvre pour pouvoir écarter des candidatures. Et l'élection a lieu samedi, mais nous sommes mercredi et on ne connaît toujours pas les candidats. Cela signifie, Sébastien, que cette élection-là, vraiment, en toute logique, elle devrait être reportée parce qu'elle est partie sur de mauvaises bases et en plus, c'est une assemblée générale. Ça m'étonnerait que cette assemblée générale-là aille jusqu'au bout et que ces élections-là aient lieu samedi. Allez-y. Oui, mais pour aller dans la suite de Magoula Diop, les élections, si j'ai bien mémoire, c'est pour le 30 avril. Le 30 avril. Donc, samedi. Donc, samedi prochain. Aucun chronogramme n'est fixé. Aucun chronogramme. D'abord, on ne connaît pas, comme Magoula a dit, on ne connaît pas la liste des candidats. Mais il n'y a aucun chronogramme. C'est-à-dire que les candidats retenus, on ne sait pas. Et puis, la période de campagne, samedi 30, nous sommes le mercredi, pratiquement jeudi. 27. Oui. Nous sommes le 27 aujourd'hui, à 3 jours. Peut-être qu'au comité olympique, il n'y a pas de campagne. Bon, soit, mais je remarque simplement que tout est fait de façon avec beaucoup d'amateurisme. Magoula a parlé de Troupatouya. Quand vous regardez la liste du collège électoral, vous vous rendez compte que
il y a des disciplines olympiques qui ont été volontairement écartées. Notamment le taekwondo. Sans explication. Notamment le taekwondo. Mais comment pouvez-vous aller à une élection olympique sans mettre le taekwondo quand on sait ce que le taekwondo a remporté? En Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, le président du comité olympique, j'allais dire le président de la commission électorale, il a été récusé par un candidat ou des candidats, je n'en sais trop rien, mais il a été récusé. Que dit le comité national olympique? Que dit le général Palanfo sur cette récusation? Que dit-il? Peut-être que c'est à l'Assemblée qu'on sait. Parce que, on le sait, il y a 6 ans, le juge Zouno était en bisbille avec un des candidats. Bamba Cheikh Daniel. Alors, dans leur affaire de taekwondo. Voilà, dans leur affaire de taekwondo. Ça a duré jusqu'aux élections. Ben oui, et ça continue. Puisqu'il y a une procédure électorale. On ne peut pas être juge et parti. Il y a une procédure judiciaire entre les deux. Bon, d'ailleurs, je viens d'apprendre que M. Diko a été élu. Enfin, Adama a été nommé comme suppléant. Lui aussi, les magistrats. Mais il n'y a pas de clarté au niveau de cette récusation. Alors, donc tout ça, ce sont des éléments qui nous confortent que dans notre analyse pour dire qu'on risque d'avoir encore des histoires comme à la Fédération ivoirienne de football. Or, nous sommes fatigués de ça. Il faut laisser les candidats se présenter. Tout le monde va aller à la bataille. Sébastien, en Afrique, on a le respect des vieux. On appelle la gérontocratie. On sait un peu ce que le général Palanfo a fait pour le prix. Mais je pense que quand on veut passer le flambeau, je pense qu'il y a des textes en la matière qui régissent un peu cela. Depuis 2002, il y a quand même de vieux textes qui régissent ce comité national olympique. Ils ont été quelque peu révisés. Quel a été le mode de désignation de ce président du comité électoral? Comment a-t-il été désigné? Alain Junon. Je pense quand même... De quel a été son mode de désignation, ce président qui vient d'être élu, Alain Junon? Est-ce qu'il a été nommé? Alors que normalement, selon les statuts et règlements, celui-là devrait passer en Assemblée générale en respectant une certaine procédure. Il a été nommé de manière unilatérale. Pourquoi? Mais est-ce que ce n'est pas fait à dessein? Parce que ce monsieur, il y a 6 ans, a eu des antécédents avec Bamba Cheikh Daniel. Ça, c'est un. Une élection qui va se passer dans le 30. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la liste des candidats retenus. Mais il y a un flou total artistique autour de cela. De l'amateurisme. Donc je veux dire qu'on sent du bricolage, de l'amateurisme, une opacité dans la communication. Et en plus, quel est le comité de recours? Quels sont les recours dont les candidats ont besoin? Alors, on ne peut pas gérer un truc aussi important qu'est l'olympisme avec un bricolage dans le mode de fonctionnement d'une élection. C'est hier qu'on a su la liste du comité électoral, du collège électoral, sans y mettre le taekwondo. Alors, en Côte d'Ivoire, quelle est la discipline olympique qui nous a rapporté des médailles en 2 éditions? C'est le taekwondo, 2016 et 2020. On ne peut pas occulter cela. Si vous pouvez avoir des problèmes de personnes contre quelqu'un, mais honnêtement, ce qui se fait de mieux, il faut le célébrer. Il faut le faire, mettre en exergue. Alors on a comme l'impression qu'il y a un combat de personnes qui est engagé contre la personne de Bamba Cheikh Daniel. Alors que celui-ci a des états de service qui plaident pour l'olympisme. Il n'y a pas photo. Le taekwondo, qui était discipline mineure, est devenu discipline majeure en Côte d'Ivoire. Et sur le plan africain, alors on met en scène tout un dispositif pour l'empêcher. Et le système électoral est complètement flou et artistique. Ce n'est pas normal. Il faut le dénoncer. Les Ivoiriens nous regardent. Pourquoi veut-on aller éliminer ce monsieur parce qu'il y a un problème de personnes? En 2016, ce même Bamba Cheikh Daniel, il y a des personnes qui veulent l'éliminer, qui l'ont attrapé, lui font un grand atout devant les médias parce qu'il permettait à la Côte d'Ivoire, à Rio, d'avoir une médaille olympique. On revient à Abidjan, les vieux démons ressortent, on veut éliminer Bamba Cheikh Daniel. On trouve des artifices en prenant des magistrats avec lesquels il a eu des... Mais en plus, la convocation, le problème qu'il a avec Zinon, allez-y, on sait qu'il n'y a pas eu de constatation. Ça n'a pas été enrôlé. Donc il n'y a pas de problème juridique entre Zinon et lui. Bamba Cheikh Daniel a montré ses états de service. Parce que vous êtes contre lui, vous mettez tout un arsenal pour l'empêcher d'être candidat.
alors que l'Olympisme a besoin de médailles et c'est le meilleur représentant de l'Olympisme. Attention. Non, mais est-ce que vous avez des preuves? Oui, écoutez, allons-y. Vous savez que moi, je mène des enquêtes, hein, et quand je mène des enquêtes... Mettez le pied dans le plat. Oui, non, Serge, on a les éléments. Je veux dire, il y a des éléments clairs. Sébastien, le taekwondo, en Côte d'Ivoire, a remporté 2 médailles. Ça, nous le savons. Aujourd'hui, on met en place un comité électoral. C'est à 3 jours qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'il y a le comité électoral. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi une élection qui se passe samedi, c'est hier qu'on a la publication de ça. Et quelle est la commission de recours? Quel est le temps pour faire la campagne électorale? Et quel est le mode de désignation de ce président du comité électoral? Dans le corps électoral, dans le corps électoral, je vois un nom au niveau du football. Je vois Mme Dao Gabala. Attendez. Bar Idriss Yassine Diallo. Mais pour élire le président du comité national olympique ivoirien, ce sont des présidents eux-mêmes élus qui viennent élire le président du comité national olympique de Côte d'Ivoire. Et ça se passe samedi alors que la passation, c'est... Mais Mme Dao Gabala n'a rien à voir ici, elle n'est pas élue. Elle a été nommée. Elle a été nommée par la FIFA. Elle a été nommée. Donc elle n'a pas sa place là. Elle n'a pas sa place. Déjà, voilà une irrégularité au niveau du secrétaire général qui publie cela. Voilà. Est-ce qu'eux-mêmes ne connaissent pas leur règlement? Les textes, ils les régissent. Mais certainement que les règlements l'autorisent. Non, il y a 26 fédérations sportives. Non, si le footballeur n'est pas là, il n'est pas là. Attendez, Sébastien, on n'a qu'à être sérieux. On ne fait pas la campagne pour quelqu'un. Je veux dire, le mode de fonctionnement, il faut dénoncer le mode de fonctionnement du comité national électoral ivoirien. Monsieur Serge Ce n'est pas dans les règles de l'art, il ne respecte aucune procédure. Monsieur Serge Dakouri, tout est fait pour éliminer. Je risque de vous retirer la parole totalement. Allez-y, monsieur Magloire. Et puis, juste une petite remarque avant que Magloire intervienne. Oui. Il y a le choix de Ben Youssef, le jeune militaire Ben Youssef, qui a participé au championnat olympique. Est-ce que son choix a été fait de façon... parce que... Est-ce qu'il a été choisi expressément par le président du Sénat sortant? Élu. Ou bien... comment est-ce qu'il a été choisi? Ben. Quel est son mode de... Peut-être qu'au niveau du comité olympique, cette décision existe. Non, oui, le pouvoir discrétionnaire du président. Mais en ce moment qu'ils le disent. Parce qu'il y a des athlètes beaucoup plus méritants que mérités. Voilà, on a les deux là. Touré Gbagboui et Gbagboui. Peut-être qu'on choisit le plus ancien. Mais alors, dans ce cas, il faut le dire, il faut justifier. Oui, mais Magloire Diop. Il faut justifier ses choix. Je pense qu'on va écouter Magloire Diop. Oui. Sébastien. Lui qui nous a sorti des dossiers. On a fait tous des recherches. Des dossiers, oui. On a fait tous des recherches. Vous avez fait on a fait tous des recherches. Vous avez effectué des recherches, mais moi aussi, j'ai des recherches. Donc, je suis obligé de vous arrêter par moment pour vous dire qu'il y a certains points... Non, l'affaire est tellement sérieuse. Non, je sais que c'est parce que c'est sérieux qu'on en parle. Non, c'est tellement sérieux. C'est pour ça qu'on en parle. Il faut qu'il y ait la transparence. C'est pour ça qu'on en parle. Du comité national olympique, il s'agit. Voilà. Messieurs, on va écouter Magloire Diop. Oui, Sébastien, il y a un gros problème qui se pose. Tout à l'heure, on a vraiment parlé de la commission électorale qui ne répondait vraiment pas aux normes. Et puis, maintenant, la liste électorale, le collège électoral est vraiment scandaleux. Il est scandaleux. Il a été publié hier par la commission électorale, alors qu'il y a une première liste qui avait été déjà donnée par le secrétariat général. Et il y a une seconde liste qui est arrivée hier et qui a été publiée par la commission électorale. Et cette liste-là, il y a 20 fédérations qui sont appelées... 25. 20. Cette liste publiée hier, il y avait 20 fédérations qui étaient appelées à exercer leur droit de vote. Et sur cette liste-là, il y a plusieurs fédérations qui avaient été omises. Le football n'y figurait pas, le tennis de table n'y figurait pas, le cyclisme n'y figurait pas, le tir à l'arc n'y figurait pas, le taekwondo n'y figurait pas, le pentathlon moderne n'y figurait pas, et la fédération de patin et glisse n'y figurait pas. Et aujourd'hui, il y a une seconde liste qui vient et on intègre le football, on intègre le tennis de table, on intègre le cyclisme, on intègre le tir à l'arc, mais on maintient toujours à l'écart le taekwondo, le pentathlon moderne et la fédération de patin et glisse, sans donner
d'explication. Alors, Pour ce qui concerne le taekwondo, vraiment, on a du mal à comprendre. Parce que, quel est l'argument qui est avancé par la commission électorale? Enfin, ce qu'on attend, ce qu'on entend, c'est que c'est le principe de, comment on appelle, une personne, une voix. Il se trouve qu'il y a des présidents de fédérations qui, de par leur fonction dans les confédérations ou les instances internationales, sont de droit membres du bureau du comité national olympique. Et ces présidents-là, on dit qu'ils ne peuvent pas voter 2 fois. Ça, c'est à voir, parce que selon les textes, puisque les textes disent ici que peuvent voter les fédérations et en même temps ces membres-là. Donc, ils peuvent voter. En tant que membre, ils peuvent voter. Et puis un représentant pour les En tant que représentant de confédération ou bien d'instances internationales et en tant que président de fédération, ils peuvent voter. Mais s'il se trouve que la même personne ne doit pas voter, les textes de la fédération, du CNO, disent clairement que une fédération peut donner mandat à une autre fédération pour voter à sa place. Ça, par exemple, ça peut être une solution. Mais ce qui est plus grave, dans le cas du taekwondo, Maître Bamba Cheikh, qui est de droit membre du CIO parce qu'il est vice-président de l'Union africaine de taekwondo. Mais il n'est pas président de la fédération ivoirienne de taekwondo. Aujourd'hui. Le président, c'est M. Yassé qui est président. C'est M. Yassé qui est le président. Mais pourquoi on dénie à M. Yassé le droit de vote à cette assemblée? C'est scandaleux. On évoque le cas on met à l'écart la fédération de patins et glisse. Pourquoi on la met? Parce que les disciplines olympiques, ce n'est pas seulement les Jeux d'été, c'est aussi les Jeux d'hiver. Donc, on met à l'écart cette fédération sans donner d'explication. Le pentathlon moderne, il est dirigé par, il est présidé par Akonde François. Akonde François est président de la Fédération de pentathlon moderne et il est en même temps vice-président de la Confédération africaine de pentathlon moderne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que dans le cadre de la Fédération de cyclistes et de tir à l'arc, qui ont été réintégrés sur la liste électorale, leurs présidents sont également vice-présidents des instances africaines. C'est le cas du cyclisme avec le président Ala Kwame, qui est vice-président de la Confédération africaine des cyclistes, et du président Essis Mikarem, qui est également vice-président de la Confédération africaine de tir à l'arc. Mais ceux-là, on les réintègre, donc ils auront le droit de voter, et on met à l'écart le pentathlon moderne qui est dirigé par Akonde François, et on met à l'écart le taekwondo, alors que ce n'est même pas la même personne. On met à l'écart la fédération de patins et glisse pour rien. Sans explication, ça ressemble vraiment à une dérive dictatoriale. Et je pense qu'au cours de cette Assemblée générale qui vient, ça ne passera pas. Vous tirez votre conclusion en même temps? Je dis ma conclusion. Il faut que le Comité national olympique apprenne à appliquer ses propres tests. S'il y a des insuffisances dans ces tests, qui se réfèrent au texte de la charte, qui se réfère à la charte olympique. Pour ce qui concerne l'athlète Meïté Ben Youssef, qui est appelé à participer au vote en tant que représentant des athlètes. Mais la charte olympique, en son article 28, dit clairement que ceux qui ne prennent pas au vote, en dehors de tout cela, il dit des représentants élus des athlètes au sein de l'Assemblée générale ou de leur organe exécutif. Donc, il faut qu'il ait été élu. Est-ce qu'il a été élu? Et non nommé. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour dire que le CNO doit apprendre à appliquer ces textes. D'accord. Merci. S'il n'applique pas les tests, que les décisions soient prises. Merci, Magloire. Sinon, les autres ne vont pas tirer de conclusion. Oui, simplement que le comité national olympique Côte d'Ivoire ne nous fasse pas souffrir, comme on a souffert pendant 2 ans avec le football. Oui. C'est à la mode. Ça, il ne faut pas qu'il soit contaminé. Non, pour être plus sérieux, Sébastien Ognien, il faut laisser les Ivoiriens, il faut laisser les gens qui ont la capacité de diriger ce comité national aller aux élections. Il faut laisser les gens aller aux élections. Pourquoi chercher par des micmacs, chercher à éliminer certains candidats? Même quand on a son protégé, parce qu'on peut toujours avoir son protégé, ce n'est pas interdit, mais il faut les laisser. Il faut les laisser gagner à la loyale. Et reconnaître le droit de vote à ceux qui doivent voter. Voilà. Alors, Sébastien, les Ivoiriens nous regardent.
Comité national olympique, les Ivoiriens vous regardent. Le 30 avril, on veut une élection démocratique, transparente, qui permet à tous les candidats d'être là. Et puis vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les candidats même qui postulent ne sont pas sûrs d'être retenus. Il semble que c'est le jour du vote qu'on saura qui est retenu ou pas. Regardez tout cela. Jusqu'à aujourd'hui, dans nos recherches, on n'est même pas sûr, les 3 candidats ne sont pas sûrs d'être retenus. On nous dit, selon les informations qu'on a, et c'est au cours de l'Assemblée générale du 30 qu'on saura qui est retenu ou pas. Que les candidatures seront validées. Bon, dans quel monde sommes-nous? Et même qui en 2022. Et puis qui a désigné ce président du comité électoral? Quel est son mode de désignation? On peut être juriste, mais ne peut accepter un mode de désignation unilatéral sans respecter des statuts et règlements. Ce n'est pas le problème de personne. Ce qu'il y a de mieux en Côte d'Ivoire, il faut le glorifier. Attendons à arrêter les danses de sorciers. Vraiment, l'Olympisme, c'est tellement important qu'il faut éviter un bricolage pour qu'on ait un président mal élu. On veut de la qualité et on connaît les qualités qui sont là. Merci. Marouez, vous avez voulu dire quelque chose? Non, ce que je voulais ajouter simplement, Sébastien, quand je parlais du collège électoral, des fédérations étaient intégrées, le karaté et le muay thai. Le karaté encore, je peux plus ou moins comprendre parce que au dernier JO, on a vu des combats de karaté, des médailles être attribuées. Vous avez été invité, oui. On nous a dit que ce sera la dernière fois. Mais le muay thai, alors que le karaté ne figurait pas dans la liste des fédérations membres du comité national olympique. Si le karaté doit être intégré, il faut que cela soit au moins porté à la connaissance du comité exécutif du CNO, ce qui n'est pas le cas. Ils sont tous étonnés même de voir le karaté figurer sur cette liste. Mais ce qui est plus grave, c'est le Muay Thai. Le Muay Thai qui n'a ni figuré, ni ne figurera, et ne figure point au programme olympique. Donc on ne comprend pas cela, on ne comprend rien. Et je pense que cette Assemblée générale du 30 avril, Sébastien, je doute fort elle accouche d'un nouveau président. S'ils sont logiques et s'ils sont sérieux, cette Assemblée générale-là, elle doit prendre des décisions pour reporter l'élection. Je vous ai laissé le temps de vous exprimer. Il faut dire aux Ivoiriens que Paris 2024, c'est dans 2 ans. D'accord. On veut un président bien élu. On veut un président bien élu, avec des athlètes qui sont bien préparés pour Paris 2024. Merci, monsieur. Avec des fédérations qu'on connaît qui travaillent bien. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Arrêtez vos folklores. On vous a entendu, on vous a écouté largement. Non, mais c'est révoltant. Mais nous sommes obligés de mettre fin à cette émission puisqu'il est l'heure. C'est révoltant. On va se retrouver ici mercredi prochain pour un autre débat avec peut-être le nom d'un autre président. Vous savez qu'à la mode, au niveau des élections en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de problèmes. Mais ça se règle et ça se répare. Merci de nous avoir suivis. On vous dit au revoir et bonne suite de programme sur RTI2.